Nouvelle Télé-Guinée, Gadel Janvier. Chaque jour. Tout jour à 4 h. Le matin à 8 h. À midi, midi tapant. À soir, 8 h. Télégamme, Télé-Guinée Magazine, chaque dimanche, 4 h l'après-midi. Nouvelle Télé-Guinée, sans commentaire, sans voix monter, Gadel Janvier. Les comptes nationaux de santé sont une méthode, un outil qui permet de retracer les flux financiers, chiffrer les montants par source, gestionnaire, région géographique, etc. Et ils sont centralisés à niveau global à l'OMS. Il existe une guide qui est toujours renouvelée et réanalysée, des guides pour les pays de moyens revenus, de hauts revenus. On fait beaucoup d'exercices de compte national de santé dans toute la région, dans tous les pays de la région, et ça a beaucoup servi à faire une analyse un peu plus approfondie sur la question financière du secteur et les relations aussi avec les autres secteurs. Ils voient aussi les dépenses totales en santé, les dépenses par habitant, dépenses courantes, d'investissement, par maladie, par région géographique, etc. Rencontre consacrée à la présentation du rapport des comptes nationaux de santé de 2013-2014. Madame la ministre, merci pour votre invitation. Avant de poursuivre mon propos, permettez-moi de saluer comme il se doit la tenue d'aujourd'hui de cette cérémonie qui se veut une institution dont chacun de nous est maintenant habitué. C'est donc dire avec quel intérêt l'édition de cette année était attendue, du simple fait que la dernière en date remonte au 17 septembre 2015. Madame la ministre, c'est sous votre leadership que reprend le cycle de production des résultats des comptes nationaux de santé qui se veut un exercice annuel. Permettez-moi de féliciter les équipes du MSPP et de notre projet de Health Finance and Governance, HFG, pour le travail appréciable accompli dans le cadre d'une collaboration effective, fructueuse, que je voudrais saluer. Car comme chacun le sait, les comptes nationaux de santé qui visent l'actualisation périodique des informations sur les flux financiers du système de santé constituent un outil essentiel d'aide à la décision. Le rapport des comptes nationaux de santé offre un panorama plus large et plus pertinent sur les activités qui ont été effectivement conduites et qui permettent au mieux d'apprécier leur contenu au bénéfice de la population. En effet, ceci devrait fournir une estimation de la consommation finale des soins de santé et des financements correspondants qui relèvent de l'assurance maladie, de l'État, des investissements publics ou aides publiques externes, des organismes complémentaires ou directement des ménages. Les comptes arrêtés pour les années antérieures ont permis de disposer d'une vision détaillée et fiable des moyens investis en République d'Haïti par toutes les composantes du système de santé, ainsi que des contributions effectives des différents intervenants et la répartition de ces moyens sur les divers domaines d'intervention. Madame la ministre de la Santé, ils ont effectivement permis de procéder à une étude de l'évaluation de la dépense de santé. Il est à espérer
que la démarche actuelle facilite une évaluation du financement et fasse des propositions utiles à une réforme pertinente en permettant d'identifier, outre les problèmes d'allocation des ressources, le degré de progression vers une amélioration du système de santé conformément aux objectifs de développement durable. Madame, Monsieur, en regard des flux et de quelques agrégats macroéconomiques qui influent sur la santé, on a constaté, non sans peine, que l'administration publique contribue à 6% aux dépenses d'investissement de santé par source de financement, tandis que le reste du monde y contribue à 94%. Cela dénote le relais à l'arrière-plan des politiques publiques de santé, ceux qui influent négativement sur le développement économique et social. En regard de ce constat alarmant, je m'engage, en ma qualité de ministre de la coopération, de la planification et de la coopération externe, à faire en sorte que soient dynamisées davantage les tables sectorielles et à faire inscrire dans les conférences budgétaires ces préoccupations légitimes qui méritent d'être prises en compte dans la perspective du relèvement du portefeuille de la santé au niveau étatique vers l'horizon 2030. Je m'en voudrais enfin de ne pas saluer le courage, l'optimisme, la détermination d'une femme conséquente, en la personne de la ministre de la Santé, qui travaille d'arrache-pied en vue de l'atteinte de ses objectifs. La présentation de ce rapport rentre dans cette démarche de reddition de comptes à laquelle nous souscrivons pleinement. Depuis notre arrivée à la tête du MSPP, nous encourageons tous nos cadres à justifier les moindres centimes mis à leur disposition pour l'exécution de leurs activités quotidiennes. Il s'agit d'un devoir moral, d'ailleurs inscrit dans la feuille de route reçue du Premier ministre le jour de notre investiture. Un coup d'œil plus approfondi sur ce rapport nous montre que les montants disponibles sur le Trésor public évoluent en dents de scie. Avec des efforts peu consistants en matière d'investissement, 6% seulement en provenance du secteur étatique, le ministère est en butte à de sérieuses difficultés pour garantir une offre de soins acceptable, comme en témoignent les différentes grèves qui ont paralysé ce secteur durant cette période. Dans ce contexte de rareté de ressources, il était impérieux de jeter un regard rétrospectif sur la circulation monétaire à l'intérieur du système national de santé, de nous rendre compte du fait que sur les quelques 31 milliards de gourdes dépensées, seulement une enveloppe d'environ 1,4 milliard de gourdes ont été consacrées aux dépenses d'investissement. Un autre point important sur lequel je voudrais attirer votre attention, chers partenaires, collaborateurs et collaboratrices du secteur gouvernemental, c'est celui de la contribution des ménages aux dépenses de santé, soit 30,1%. Il s'agit d'une donnée pertinente qui doit nous interpeller dans la mesure où elle met en évidence le fait que malgré un taux de chômage élevé, la population haïtienne s'investit pour avoir accès à des soins de santé. Cette situation doit nous inciter à gérer encore mieux nos finances publiques et changer nos comportements et attitudes avec la loi pour boussole. Les soins de santé deviennent chaque jour plus onéreux.
le système de santé doit être habilité à répondre aux exigences du moment. La situation sanitaire de notre pays va nécessiter plus de moyens, mais déjà, en gérant mieux ce qui nous vient de nos partenaires et du Trésor public, nous pourrons nous assurer d'une prise en charge plus efficace et plus efficiente de nos problèmes majeurs de santé publique. Pour terminer, je renouvelle mon engagement pour qu'au niveau du MSPP, les comptables et gestionnaires des fonds mis à notre disposition s'appliquent à la reddition de comptes et que l'élaboration des comptes nationaux soit systématique et annuelle. Par rapport aux résultats que nous avons trouvés, on a proposé, si on devrait aller sur une nouvelle approche du financement, de travailler sur deux volets. Si on a remarqué que les sources, en général, c'est dit, les ressources sont toujours rares par rapport aux besoins. Et dans notre cas encore, ça se raréfie encore plus chaque année. Mais maintenant, si c'est un constat qui est généralement admis, stratégiquement, il faut voir sur quel levier on peut agir le plus facilement possible. Dans ce cas-là, on a parlé de la gestion des ressources disponibles. Si ces ressources-là sont déjà disponibles, on dirait que c'est évident de dire comment on peut faire une meilleure gestion, comment on peut rationaliser les dépenses. Ainsi, nous proposons une mise en commun plus harmonieuse et intégrée, une autre forme de mise en commun. Parce qu'en fait, on dit que, bien qu'on le voit de cette manière, c'est une mise en commun. Et maintenant, comment on voit si on peut faire une mise en commun harmonieuse, c'est-à-dire une certaine communication qui va empêcher les duplications, les répétitions, et intégrer. Et dans cette intégration, on va peut-être réaliser même des économies d'échelle qui permettent d'avoir, avec la même ressource, plus de résultats. Donc, optimiser les allocations. Donc, regardez les choix que nous faisons par rapport aux maigres ressources que nous disposons. Et de dire, il faut aller là où on peut avoir plus de résultats possibles, ou là où il y a effectivement l'urgence, c'est-à-dire la priorisation des besoins. Il faut rationaliser les dépenses. En fait, on doit réaliser des dépenses. Oui, mais comment? Si on n'a pas assez de ressources, ça nous dit encore plus qu'on ne devrait pas dépenser n'importe comment. Maintenant, la deuxième proposition, c'est maintenant d'aller vers la mobilisation des ressources additionnelles. Question aussi de sortir peut-être des sources traditionnelles que nous avons et de penser à des propositions de sources de fonds ou du moins de financement innovants. C'est-à-dire regarder autrement. Comment on peut avoir des ressources autres que les manières que d'habitude nous avons des ressources. Donc, pour ce faire, c'est diversifier les sources de revenus pour le financement de la santé. Nous avons présenté tout à l'heure les sources de revenus que nous disposons. On peut regarder et dire est-ce qu'on ne peut pas avoir d'autres sources de revenus pour la santé. L'objectif de ces recommandations, c'est d'obtenir une meilleure performance des ressources et les augmenter pour accroître l'accès de la population aux services de santé de meilleure qualité.
La cérémonie du jour célèbre l'importance de l'hygiène dans la vie de l'homme et en particulier au niveau des centres scolaires. Le Fonds d'assistance économique et sociale, avec le support des partenaires techniques et financiers, et en particulier avec le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, dans le cadre de l'exécution du programme Accès à une éducation de qualité en Haïti, financé par la Banque interaméricaine de développement, a le privilège d'être un acteur majeur dans la certification de 152 écoles au titre des écoles amies de l'hygiène. Certification École Amies de l'hygiène est un volet du programme ASEC, mis en œuvre par le FAIES, qui vise à sensibiliser les décideurs, directeurs d'école, enseignants, élèves, parents et la communauté en général sur l'importance de l'hygiène et de la salubrité en tant que porte d'entrée vers la santé scolaire. Le projet d'eau et assainissement et surtout de l'hygiène dans les écoles est un projet que nous tenons à cœur. Et donc, parce que dans la région des Amériques, il y a eu des réalisations dans la santé en général depuis des décennies et des progrès ont été réalisés pour améliorer la santé des populations. Malheureusement, ces progrès sont juste là insuffisants et les enfants, les femmes et les adolescents font encore face à des défis pour améliorer leur état de santé. L'OPS, l'OMS a mis en place un plan d'action pour améliorer les aspects clés de la santé des femmes, des enfants et des adolescents de manière intégrée avec des approches ethniques, d'ethnicité, de genre. Je commencerai mon intervention en félicitant tous les acteurs qui ont permis à cette initiative de devenir une réalité. Qu'ils soient gouvernementaux, locaux ou internationaux, leur participation a été décisive. La santé de nos enfants est une priorité absolue. Lors de cette première évaluation en 2017, sur les 17 écoles certifiées dans les départements de Centre et de l'Artibonite, 13 sont appuyées par l'UNICEF, 9 au Centre et 4 dans l'Artibonite. 8 autres écoles dans l'Artibonite sont prêtes à une attente d'évaluation pour la certification. Merci. Nous avons également mené des sensibilisations à l'hygiène pour tous les personnels scolaires et les écoliers. Dans cette approche, les enfants ne sont pas seulement les bénéficiaires, mais ils deviennent les agents de changement pour leur communauté. La partie soft qui était présentée aujourd'hui, c'est aussi, c'est-à-dire le changement de comportement, est assez important que l'infrastructure. Nous devons mettre en place les voies et moyens que la certification soit dans le cadre d'un processus plus pérenne. Et nous ne devons pas oublier les écoles qui sont dans les communautés reculées et difficiles d'accès. Ce mardi 21 novembre fait exactement 3 ans, moins 4 mois, depuis que le projet programme certification des écoles amies de l'hygiène a été lancé avec la collaboration de plusieurs partenaires impliqués dans la santé scolaire. Je me réjouis de constater, au bout du chemin parcouru ensemble, la détermination des mêmes acteurs pour faire avancer ce dossier d'importance
pour l'amélioration de l'environnement scolaire et la qualité des apprentissages. Je salue cet engagement de tous les partenaires techniques et financiers et de tous ceux qui nous ont rejoints au cours de route, notamment Plan International, Plan Japon, IMA, la coopération suisse, etc. Sans oublier tous ces cas, tous ces particuliers qui ont contribué à la réussite de ce programme. Quel bel exemple d'interscolarité. C'est un motif d'engagement pour tous ceux qui croient qu'ensemble, nous pouvons réaliser de belles choses au profit de nos enfants. Une satisfaction pour tous et surtout pour tous les secteurs qui ont accompagné cette démarche, spécialement le réseau francophone international pour la promotion de la santé qui a apporté son expertise au ministère de l'Éducation nationale et de la Santé dans l'implantation de cette nouvelle compréhension de la santé issue de la Charte d'Ottawa de 1986. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous avons recensé dans les 10 départements du pays, au moyen de questionnaires simples d'évaluation, 152 écoles amies de l'hygiène, au lieu de 100 prévues au départ dans le cadre du projet financé par la BID. Traditionnelle cérémonie de la remise de prix Roche-P déroulée dans le cadre de la Journée internationale des droits de l'enfant. C'est un événement prestigieux qui fait partie désormais du patrimoine immatériel de la protection de l'enfant en Haïti. C'est un exercice qui se fait pour la 7e fois. La première fois, c'était en 2009. L'année de lancement de cette activité, même si ce prix est permanent, sa remise malheureusement n'est pas toujours régulière. En effet, en 2010 et en 2016, la cérémonie n'a pas pu avoir lieu en raison de la conjoncture post-catastrophique suite au passage respectif du tremblement de terre et de l'ouragan Matthew. L'attention portée à la gestion de l'urgence post-Matthew en vue de contribuer à une réponse intégrale aux besoins de plus d'un demi-million d'enfants haïtiens n'a pas facilité la tenue de l'événement. Environ un an après, j'ai le plaisir de vous rappeler que les interventions des institutions membres du réseau d'organisations chrétiennes pour l'épanouissement et la promotion de l'enfant Roche-P ont surtout porté sur la distribution des kits scolaires, des kits alimentaires, l'appui psychosocial, les soins de santé, la réhabilitation et la reconstruction de bâtiments scolaires, la reconstruction des maisons, etc. Parce que tous les enfants ont des droits, partout et à tout moment. Et tous les droits de l'enfant ont une importance égale et sont étroitement liés. Avoir une identité, une famille, apprendre, manger, se soigner, tout cela nous semble bien naturel, n'est-ce pas? Au-delà de la conjoncture post-Mathieu, il est utile de préciser que la misère associée à l'instabilité politique des services de santé, ce qui explique le taux élevé de la mortalité infantile, notamment en raison des maladies telles que la diarrhée, les infections respiratoires, le paludisme, la tuberculose, pour ne citer que cela. À cela s'ajoute la malnutrition, touchant une grande majorité des enfants haïtiens
en freinant sur le long terme leur développement. Un enfant sur 10 âgé de moins de 5 ans a un poids vraiment très faible. 407 000 enfants haïtiens vivent en domesticité en travaillant comme employés de maison. 58% d'entre eux seraient des filles. Souvent, ces enfants fréquemment déscolarisés et abusés physiquement et ou sexuellement. Il y a aussi une certaine forme de domesticité d'enfants haïtiens qui se pratique en République dominicaine à partir de trafic d'enfants. Je voudrais profiter de cette occasion pour saluer les 6 autres récipiendaires de ce prix ayant œuvré chacun de sa sphère d'action au développement des enfants dans le pays. Je veux parler de la Fondation Cœur pour Haïti 2014, Madame Odette Roy-Fonbrun, de la Fondation Odette Roy-Fonbrun 2013, Madame Gladys Thomas de la Fondation pour les enfants d'Haïti 2012, l'Association pour l'évangélisation des enfants AEE 2011, Madame Ruth Pierre-Jacques Joseph de l'émission Gaieté enfantine sur Radio Lumière 2009 et le révérend Père Simon Joseph M. Simon de Timkatec 2009. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, comme par le passé, l'attribution du prix Roche-P 2017 s'est faite sur la base d'un ensemble de critères objectifs confirmant le caractère sérieux et singulier de cette initiative. Cette année, le choix s'est porté sur l'Institut Montfort, en reconnaissant de son important travail dans l'éducation et l'instruction des enfants sourds. Là, le récipiendaire du prix Roche-P 2017 est une institution engagée dans le développement et la protection de l'enfant depuis 60 ans et jouissant d'une réputation dans la communauté. Permettez-moi d'adresser mes plus vives et sincères félicitations aux dirigeants et cadres de l'Institut Montfort pour l'obtention de cette distinction qui vient ainsi couronner leurs efforts d'un succès largement mérité dans le développement des enfants à déficience auditive en Haïti. J'espère de tout cœur qu'ils puissent persister dans cette voie de service à la communauté et rester une famille pour chacun des enfants encadrés. Je m'en voudrais de ne pas remercier mes collègues de Roche-P qui se sont montrés infatigables dans l'organisation du prix Roche 2017. Il s'agit par là d'un engagement indéfectible de la défense et la promotion des droits de l'enfant en Haïti, renouvelé chaque année à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'homme, des droits de l'enfant. J'éprouve vraiment un sentiment de profonde gratitude à l'endroit de chacun de vous. Malgré la pluie, vous avez fait le déplacement pour être avec nous. Merci et j'aimerais vous demander de vous applaudir parce que vraiment vous avez fait un grand sacrifice. L'échange et de réflexion que cette cérémonie nous propose, je formule, chers amis, que le prix Roche-P stimule notre vigilance à toutes les formes d'atteinte qui pourraient être portées aux droits de l'enfant en Haïti. Je vous remercie. Je veux inviter la directrice et les autres sœurs à nous rejoindre sur le podium sous vos applaudissements. Le prix, c'est une trophée. Je lis pour vous, Roche-P, Réseau d'organisations chrétiennes pour l'épanouissement et la promotion de l'enfant, prix Roche-P 2017, décerné à l'Institut Montfort pour enfants sourds. Son engagement dans l'éducation classique et professionnelle des enfants sourds depuis 1900, quelle année? 660 ans. 57, merci Guy Pierre. Port-au-Prince, 20 novembre 2017.
également une modeste contribution de Roche-P à l'Institut Montfort, un chèque de 150 000 gouttes. Nous aimerions donner davantage. Nous faisons appel à des mécènes de l'Assemblée pour donner de l'argent, afin qu'on puisse donner beaucoup plus aux institutions. Hein? Mais en fait, cette année, c'est 150 000 gouttes, contrairement à l'année dernière. 2 ans de cela, nous avons donné 100 000 gouttes. Et nous avons mis 50% comme augmentation pour ce report. Une très bonne augmentation de salaire. 150 000 gouttes, c'est très peu. C'est très peu, je sais. Pour les institutions comme World Vision, Compassion, Roche-P, toutes ces institutions. Mais le geste vient du cœur. C'est avec beaucoup d'émotion et beaucoup de joie que je me présente ici au nom de toute l'équipe de l'Institut Montfort pour enfants sourds et avec toute la joie de notre cœur, nous voulons vous dire un merci très sincère pour votre support, votre encouragement et votre accompagnement à l'Institut Montfort. Merci de tout cœur d'avoir pensé à l'Institut Montfort pour cet événement. Et vous resterez gravés dans la mémoire de tous les enfants et le personnel de l'Institut Montfort. Nous comptons beaucoup sur vos prières. C'est avec la grâce, le concours de chacun et chacune de vous que nous sommes encore présents au service des enfants sourds d'Haïti. Merci, merci, merci. Du programme. Mes propos se résument en évoquant les réalisations du programme, un héritage précieux à travers le logiciel de gestion des taxes et impôts Civitax. Civitax, un peu pour nous rappeler que le civisme se matérialise et se concrétise à travers le paiement de ces taxes. Cet outil qui a été expérimenté dans plusieurs communes a donné des résultats escomptés depuis le projet pilote avec la commune de Tabar au regard des statistiques de recettes. Les 10 communes bénéficiaires du programme, Kinskov, Delma, Carrefour, Saint-Marc, Limonade, Caracol, Wanamet, Acul du Nord, Cap-Haïtien, ont connu des fortunes diverses dans l'application du programme. Cependant, il se dégage une constante dans tous les cas, l'amélioration significative des recettes. Les maires de Saint-Marc, de Caracol, d'Acul du Nord auront à témoigner de l'utilité du programme pour leur commune. Depuis trop longtemps, les collectivités fonctionnent selon des lois désuètes qui ne cadrent ni avec la réalité ni avec le changement. Jusqu'à présent, aucune loi n'a fixé le statut des collectivités selon l'esprit et la lettre de la Constitution. Jusqu'à présent, la loi cadre sur la décentralisation et l'autonomie votée par la 45e législature n'a trouvé aucune opportunité d'application. Aujourd'hui, nous sommes là encore à rêver que les fonctions régaliennes de l'État soient respectées dans tout le pays. Aujourd'hui,
il existe une loi sur la fonction publique nationale, mais le silence est porté sur la fonction publique territoriale locale. Pour toutes ces raisons, nous osons espérer avoir, comme mon collègue l'a mentionné tout à l'heure, un projet local plus. Dans les premiers mois de notre mandat, moi-même, en tant que mairesse de la Côte du Nord, j'ai emporté ce document partout où je suis allée. Je pense que tous les maires ici partageaient le même espoir que nous trois de la Côte du Nord avions. Nous espérions que Local Plus allait mettre en œuvre directement certains projets PFC. Je dois dire que nous avions été déçus pour apprendre que ce n'était pas le cas. Au lieu de cela, Local Plus allait nous aider avec un certain nombre d'innovations qui nous permettaient d'effectuer notre travail. Local Plus nous a également aidés dans certains travaux préparatoires pour les projets PFC. Ils ont effectué des relevés topographiques de nos routes rurales et du site où sera construit le lycée Jean-Louis Pierrot. En juillet 2016, les maires nouvellement élus ont assisté à une séance d'orientation du MINT. Nous avons pu discuter de nos rôles et de nos responsabilités. Tout ce que nous avions besoin de savoir pour faire notre travail. Parmi les ressources que nous avons reçues, il y avait un livre produit par Local Plus pour le MIT, pour distribution à toutes les communes, en titre le guide pratique du maire. Ce guide nous a été très utile et nous est très utile jusqu'à maintenant. Il est certain que le renforcement des collectivités territoriales passe par l'amélioration des finances locales, qui demeure l'une des signatures véritablement de Local Plus, qui est reconnue pour cet aspect-là, sa contribution, avec son travail notamment avec mon collègue des finances locales, M. Moussi Jean-Rémy. Vous avez vraiment travaillé sur ce point, mais on oublie, et je pense que c'est important de le dire, que la gouvernance locale va au-delà de l'amélioration des finances locales. Et c'est un énorme chantier à laquelle Local Plus aura certainement contribué par ses efforts et ses méthodes. Et je me rends compte, finalement... Le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, qui est au cœur du dispositif de décentralisation, par sa mission et son action, encadre les administrations locales qui sont chargées d'accompagner et de répondre aux premiers besoins de la population. Mais ces administrations ne répondront à leur mission que si elles sont mises dans les conditions normales de fonctionnement. C'est dans ce sens que nos actions se sont inscrites depuis un certain temps. Travailler à la mise en œuvre d'un processus de modernisation des administrations locales. En ce sens, l'accompagnement reçu du projet nous a aidés dans le développement d'une démarche progressive adaptée à la réalité administrative et financière de nos collectivités et particulièrement de nos communes. Le succès du projet Local Plus aurait été impossible sans le dévouement continu des maires et des membres du gouvernement central représentés ici aujourd'hui. C'est grâce à votre travail acharné que les mairies sont parvenues à augmenter de 53% les recettes municipales provenant des contributions foncières sur propriétés bâties et des patents commerciaux de l'exercice 2013 à maintenant pour les 9 communes participantes. Cette augmentation s'élevait à plus de 652 millions d'euros qui pourraient potentiellement être alloués aux services publics comme la réparation des marchés et la collecte des ordures. À Caracol en particulier, les recettes ont augmenté plus de 1000%. Un travail colossal et une réussite exceptionnelle.
Local Plus a non seulement aidé les mairies à augmenter les recettes municipales, mais aussi à accroître la transparence, améliorer le cadre légal et les politiques nationales et renforcer les services municipaux. Le ministère de l'Intérieur a accepté déjà d'entendre l'utilisation de logiciels Civitax à 10 autres communes au-delà des 9 communes pilotes de Local Plus. Nous vous encourageons de vivement à continuer dans cette même direction. Le travail comme ça est très important pour renforcer le sens de comptabilité entre les citoyens et leur gouvernement. Continuez à planifier, à budgétiser et à investir les recettes municipales dans vos communes. Continuez à mettre en œuvre des projets reflétant les priorités des communes et favoriser le dialogue avec vos citoyens. Nous sommes extrêmement fiers du succès de ce projet et espérons que ces retombées continueront à favoriser le succès des communes. Nous remercions de tout cœur les maires et le ministère de l'Intérieur, leur mairage, le DGI et les agents municipaux de collecte d'impôts pour tout ce que vous faites et nous avons hâte de voir vos succès. Au cours de l'année judiciaire qui vient d'écouler, il a été entendu à la Cour 23 affaires de travail. Elle a prononcé la déchéance et l'irrecevabilité dans 13 cas. 5 demandes ont été cassées, annulées et rejugées et 5 autres maintenues. En grande majorité, les déchéances et les irrecevabilités ont été prononcées en violation de l'article 507 du Code du travail stipulant les parties, leurs héritiers ou ayants cause qui veulent se pourvoir en cassation contre un jugement d'un tribunal de travail sur la signification qui leur en aura été faite, en feront la déclaration à peine de déchéance dans les 8 jours francs de cette signification par requête signifiée à l'autre partie en personne ou domicile et contenant les moyens du recours. Assez souvent, la partie qui veut interjeter appel se présente au greffe de la Cour et fait une déclaration comme s'il s'agisse d'une affaire civile, d'une affaire commerciale, d'une affaire pénale ou autre. Je vous invite à lire la revue du barreau où j'ai écrit une autre constitution pour aller. Pour faire la réforme, on va se heurter à l'opposition des parlementaires. La réforme souhaitée moi-même, parce qu'on m'avait invité à faire partie de la commission Préval. Les gens, quand je parle, on pensait que je parlais pour Préval, alors qu'une personne que je n'ai jamais rencontrée de ma vie, on pensait que j'étais pour Préval. Je ne peux pas être pour quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'il faut toucher au régime politique. Il faut revoir le régime politique. Mais c'est une constitution qui octroie des pouvoirs aux parlementaires. On ne peut pas s'attendre à ce que les parlementaires se dessaisissent de leurs pouvoirs. Je me suis fait engueuler par des parlementaires, je dis engueuler, par des parlementaires à l'occasion de séminaires qui étaient donnés à Monnet-sur-Mer. Quand j'ai dit qu'il y avait 2 voies à l'époque, ce n'était pas encore assez mature comme ça, il y avait 2 voies pour modifier la Constitution.
la voie constitutionnelle, en passant par la voie parlementaire, qui est compliquée. Même véritable Dieu, on ne sait pas s'il sera député le jour où on amendera la Constitution. Parce que c'est en 2 temps. On va faire la proposition d'amendement et là, on va organiser les élections, il va y avoir une nouvelle assemblée. Il n'est pas sûr d'être élu. Ok. J'ai dit il y a 2 voies. La voie parlementaire, donc on fait la déclaration d'amendement, après on organise les élections, l'assemblée sortante, la nouvelle assemblée va statuer sur l'amendement proposé. Il y a le risque de ne pas avoir de majorité. Le risque de la même assemblée, on reconduit par la même majorité. La deuxième voie, c'est la voie extra-constitutionnelle. Et je me rappelle quand j'ai dit la voie extra-constitutionnelle, il y a le député de la Rèche qui était à l'époque. Il dit, M. Dorval, il m'a pris au mot. M. Dorval, qu'est-ce que vous entendez par voie extra-constitutionnelle? Mais je lui ai répondu de dire que, en tant que professeur de droit, je ne saurais préconiser la voie extra-constitutionnelle. Mais, devenu à celui-là, je dis maintenant, pour faire cet amendement, je pense que les députés ne feront pas ce qu'on voudrait pour le pays. Donc c'est pourquoi je dis maintenant, on peut passer par la voie extra-constitutionnelle, par une assemblée constituante. Une assemblée constituante pour faire véritablement la réforme constitutionnelle. Il faut revoir le régime. C'est une constitution qui encourage la corruption. C'est une constitution qui encourage la corruption. Vous pensez que ces gens-là vont se dessaisir de leur pouvoir? Donc c'est pourquoi j'ai dit, moi je suis indépendant. Ils m'ont invité, je ne suis pas allé. Et j'ai dit moi-même, la vraie réforme doit se faire en dehors du Parlement. C'est ma position et je maintiens. Département de la Rivière, déjà allé au CAI, par exemple, ça me fait surtout comme dans tout ce qui est fait, Bonaïs, pas Bonaïs. C'est tout j'ai fait dans cette patronale, par exemple, surtout pendant l'été, les août, toujours aller les zones de d'aller au Cap, d'aller pour l'université, d'aller par exemple au CAI, c'est pour toujours aller passer comme ça dans la vie au CAI. C'est bon, apporter maintenant, nous allons dans différentes zones pendant 3 jours pour faire des stages. Le principe, c'est pas pour faire bonne été, nous allons dans différentes zones. Et comme moi, je suis déjà tout à fait différents porteurs, nous qui sommes capables de supporter, pour aider nous faire une activité comme ça. Ce n'est pas seulement pour la jeune de nous, mais si notre gens, nous allons supporter nous pour passer le stage, parce que nous allons pour tout jeune, pour tout le monde, tester pour qu'on stade ici, pour qu'on connaisse. Pour la maladie, si vous apprenez à connaître ça que les sida. Automatiquement, si vous êtes négatif, nous continuons de distribuer capote. Donc c'est ça fait maillot soumis qui l'offre condom. Donc c'est capote là que les comme ça, l'offre condom. Donc nous faisons distribution capote pour continuer avec prévention. Si vous êtes positif, automatiquement, nous avons un traitement à qui. Nous avons des médicaments, nous avons une clinique qui côté venir. Nous faire suivi avec nous. Jeunes, ils sont totalement sensibilisés et conscientisés. Donc, concert là, avec un pile groupe musical qui a fini, qui a performé sur Champ de Masse là, c'est un plaidoyer pour conscientiser la reste population qui faut totalement jamais soit fait sida pour le connaître bon, sida existe, il y a un traitement testé. Deuxième aspect, c'est l'aspect de renforcement de la solidarité. Pour qui ça me parle de solidarité? Parce que le conseil ça a fait, ce n'est pas seulement un chef qui a fait, nous a dit que il y a l'autre monde qui peut coller avec nous, l'autre entreprise, l'autre partenaire dans le VIH là, qui a participé, qui a contribué. Et nous avons dit tout que les musiciens qui ont performé, c'est une qui a performé par rapport à la solidarité qu'il a montré, non seulement à groupe
et qui a organisé, mais tout à peu haïtien pour sensibiliser les jeunes. Parce que ce n'est pas seulement musique. Ils ont passer des messages pour conscientiser les jeunes. Alors nous avons dit que l'impact là, nous voulons gagner non seulement sur tout haïtien, mais sur les jeunes, la jeunesse là. Parce que pour nous-mêmes, au niveau organisation, c'est là que nous avons déraciné. En fait, zéro discrimination, zéro sida, c'est là l'absenti. Okay? Et je pense que le thème journée, c'est zéro, continuer avec zéro sida, sida pas existé encore. Donc, nous voulons contribuer à zéro discrimination, zéro décès, c'est-à-dire pas de monde qui mourit encore, et zéro monde qui n'a pas joué de traitement. Une des raisons pour lesquelles on a rejoint ce projet, c'est que c'est tout le travail que fait la HF dans l'éducation et la sensibilisation de c'est quoi le VIH. Le dépistage n'est pas tabou. Moi-même, quand j'étais à Gonaïves, visiter l'activité avec laquelle on était partenaire là-bas, j'ai fait moi-même le dépistage aussi pour démontrer que c'est une question de tout le monde. Tout le monde peut être touché par ça. Et surtout, ce n'est plus une maladie qui n'est pas curable. Si vous prenez les médicaments nécessaires, vous pouvez vivre toute votre vie d'une façon très confortable sans avoir ce type de problème. Donc, c'est une des raisons principales que nous rentrons là-dedans. Et avec la Fondation, on souhaite aussi, avec le temps, faire de la formation dans nos écoles pour des maîtres, mais aussi des élèves, pour leur démontrer que le VIH n'est plus un problème. Le VIH et le sida est quasiment en train de disparaître en Haïti, surtout le sida, avec ce que vous faites comme traitement au niveau des gens qui sont séropositifs. Donc, je veux dire, c'est un partenariat qui va parce qu'on est dans les mêmes sens éthiques et dans les mêmes logiques d'éducation. Comme tout le monde le sait, nous n'avons plus les budgets que nous avons l'habitude d'avoir pour faire le sponsorship d'activités au niveau financier. Donc nous donnons un support en in-kind, nous donnons un support en termes de minutes, en termes de connectivité. Et nous allons faire le nécessaire aussi pour que le jour du concert, il y ait une bonne couverture sur le Champ de Mars le mieux possible, même si c'est très difficile, comme l'a dit monsieur, s'il y a 1 million de personnes, on va faire 1 million, mais au moins on va faire un effort nécessaire et aussi donner la capacité nécessaire aux médias de pouvoir faire une retransmission nationale de ce concert. Parce que bon, Haïti est un grand pays, pas tout le monde va pouvoir se rendre à Port-au-Prince, et donc de donner cet accès-là et d'avancer comme ça. Je pense qu'on est réellement dans un partenariat de long terme et je suis là aussi pour encourager d'autres membres du secteur privé, comme on le fait pour par exemple la bibliothèque à Cité Soleil, de trouver un genre de combi où chacun contribue de sa façon, même si vous n'avez pas les moyens financiers, vous avez sûrement de l'eau, d'autres moyens à donner, d'autres choses à donner à cette activité. C'est une belle activité, on est partenaire déjà depuis quelques temps et on a été très satisfaits, je pense, mutuellement de la collaboration. Et on va utiliser nos moyens de communication aussi pour communiquer sur cette activité et avancer de cette manière. Créole en tant que jazz à jeunesse, un jazz qui toujours a une mention spéciale dans toute musique qu'il fait, dans toute activité sociale que nous menons dans le pays et de nous former jusqu'à aujourd'hui. Nous toujours là pour jeunes, nous toujours là pour nous conseiller, un message, etc. Parler pour eux, nous parler des phénomènes sociétaux dans la musique, nous parler de pays en général, de sa jeunesse aventurée, que dans l'amour, que économiquement, que de manière générale, dans toute vie courante. Donc, c'est que je dis à la lutte là, et que AHF a mené contre SIDA en Haïti. C'est sûr et certain qu'avec un projet comme ça, que nous ne pouvons pas rentrer là-dedans, nous ne pouvons pas capable de full support. Nous avons commencé depuis le carnaval et nous avons poussé sans arrêter. Et sur tout le parcours là, nous avons encouragé tout pendant. C'est vrai que nous avons fait nos champions carnaval là. C'est parce que. Non, c'est vrai. C'est parce que nous avons tous les bagages là-dedans. C'est-à-dire que pendant nous avons fêté avec nous, mais en même temps, nous n'avons pas appris à protéger tête. Parce que depuis qu'il y a plaisir côté, il y a garçon, il y a fille, il y a alcool. Il y a un sujet à perdre du tête et puis n'importe qui bagaille qui arrive. Donc, je pense qu'avec lui de ça, je pense que nous avons un bon résultat, peut-être dans le chiffre que nous gagnons pour nous diminuer ici dans Haïti, peut-être que nous avons beaucoup de main là-dedans. Je pense que ce n'est pas seulement nous-mêmes qui là-dedans, il y a un paquet de jazz qui est dans la bataille là. Tout le monde, c'est parce que SIDA concerne tout le monde. SIDA concerne même petit monde et grand monde, comme si son bataille, son lutte perpétuelle que le bralier pour nous. Et je pense que Créole n'a pas capable rentrer dans la bataille ça pour nous courir. Un gros mouvement ça que AHF a mené contre SIDA en Haïti. C'est un partenaire qui est extrêmement important pour nous. AHF dans le cadre du combat que l'a mené contre SIDA, qui sont fléaux côté que pièces pour ne pas épargner. Donc sinon que il y a des informations pour que nous gagnions en tant qu'adultes et Timoun tout, ils doivent gagner.
qui, de manière précoce, souvent rentrent dans la relation. Donc pour que vous connaissiez comment on est capable de faire protection contre maladies sexuellement transmissibles, contre le fléau ça qui c'est SIDA. Donc nous pensons que son information depuis adolescent jusqu'à adulte pour nous gagner. Donc au fait et du pôle police communautaire là, il y a des groupes de jeunes, des jeunes filles que ils travaillent avec la communauté et AHF lui-même continue la formation ça dans l'espace à parcours. Et côté que c'est des jeunes qui sont dans des zones vulnérables, des zones côté que il y a pile violence sexuelle, il y a pile agression qu'a fait et pour que préparer les jeunes ça contre fléau ça, contre toutes sortes de violences qui sont capables de vivre sur eux. Donc au fait, l'extrêmement important pour nous parce que nous connaissons la société c'est nous tous, c'est jeunes, c'est adultes, c'est adolescents. Maintenant si il y a une maladie qui est capable de faire des dégâts, donc c'est normal pour que nous-mêmes nous participions avec des partenaires pour que nous ayons mal ça. Et c'est dans ceci ça et du pôle camper côté AHF pour que nous soyons capables d'informer les jeunes, informer les adultes, informer les policiers autour.